André Breton, 1896-1966. Première partie, André Breton au service de la Révolution. Mais sait-on que tous ou presque sont allés à André Breton, à commencer par Philippe Soupeau, Louis Aragon, Paul Éluard, Benjamin Péret, Tristan Tzara, et Robert Desnos, René Crevel, René Char, Raymond Queneau, Michel Léris, Francis Ponge, Julien Gracq, et tant d'autres, tant d'autres. Mais sait-on qu'André Breton fut habité par l'enfance ? Mais sait-on qu'André Breton fut, dès les années 20, un militant anticolonialiste déclaré ? Chapitre 3, où s'explicite notre titre, André Breton au service de la Révolution, où l'on rencontre l'âge d'or de Salvador Dali et Louise Buñuel, et le second cadavre d'André Breton. L'empreinte de la main au revers de la Révolution surréaliste, d'un papier en tête de la Révolution surréaliste, rue Fontaine, directeur André Breton. Et là, un très curieux document qui est une déclaration de perte. Breton André Robert, profession homme de lettres, 42 rue Fontaine, Paris, dans le 9e, déclare que le vendredi 8 juillet, vers 5 heures, il a perdu quelque chose. Les circonstances oubliées dans le taxi duquel je descendais, boulevard des Capucines, devant le magasin Les Trois Quartiers. Et qu'a-t-il perdu ? Un petit rouleau de papier blanc contenant un cahier manuscrit sans nom d'auteur, une publication périodique intitulée La Plaine et quelques poèmes manuscrits signés Lise, le tout enveloppé dans une feuille de papier à lettres en tête la Révolution surréaliste. Le 12 juillet 1927, André Breton. Donc Lise de Harme. Lise de Harme. Qui n'était pas encore Lise de Harme. Qui n'était pas Lise de Harme, tout à fait. Oui. Alain Jouffroy. Oui. Il y a cette phrase qu'il a écrite dans la première lettre qu'il adresse à Lise Meyer. Nous sommes en 1925. Lise Meyer qui deviendra Lise de Harme. Nous sommes en 1925. Il est amoureux d'elle. Il est amoureux d'elle. Il le restera pendant 3 ans, je crois, à peu près. La Révolution surréaliste en est à son 2e numéro. Le bureau de recherche surréaliste est en pleine activité depuis octobre 1924. Il y a Roger Vitrac, René Crevel, Jacques Baron, plus les grands surréalistes que nous avons cités. Et il écrit à Lise Meyer « Pardonnez-moi, je vis mal, je sais si mal vivre ». Est-ce que c'est là l'André Breton que vous évoquiez ? Oui. Vous savez qu'il a écrit des poèmes automatiques dans les taxis, en ayant beaucoup bu. C'est des détails comme ça qu'on oublie toujours de rappeler, n'est-ce pas ? On voit toujours un Breton sobre. Non, lui était capable de s'en livrer. Et même d'écrire un poème dans un taxi, il va mort. J'use un peu ma provision de vie à faire 36 métiers qui ne valent pas le diable. Et les orang-outans s'étonnent du lierre que je donne en guise de pourboire aux élus. La machine à tromper fonctionne au pas de l'ours. Elle sonne les minutes de misère et les barreaux feutrés de l'univers à tâtons, comme le germe de l'espoir. Une troupe d'écueils conduit par un certain amour. Le monstre écarte ses bras sans nombre et cela fait une somme d'angles égale à 5 ou 6 droits. Le droit, c'est moi. André Breton, 31 décembre 1923, écrit en taxi ayant bu. Yves Perret, revenons si vous voulez bien à l'année 1922 où Jacques Doucet va aider à la reparution de la revue de littérature. Et je crois que vous avez sous les yeux quelque chose. Oui, c'est la collection personnelle, au fond, d'André Breton. C'est la collection de la revue, dans laquelle il a encarté soit donc des correspondances, soit les manuscrits des textes que lui-même publiait. Est-ce qu'on pourrait regarder justement le sommaire du numéro 1 ça serait intéressant. Avec l'année et... Alors, le sommaire du numéro 1, c'est donc... André Gide qui ouvre le numéro avec les nouvelles nourritures, des fragments du 1er et du 5e livre. Ensuite, c'est Paul Valéry, Cantique des colonnes. Puis Léon-Paul Fargue, écrit dans une cuisine. Puis André Salmon, L'âge de l'humanité. Puis Mac Jacob, La rue Ravignan. Ensuite, Pierre Reverdy, Carte blanche. Après, Blaise Cendrars.
Sur la robe, elle a un cœur. Puis Jean Paulhan, La guérison sévère. Et enfin, Louis Aragon, Pierre Fandre et André Breton, Clé de sol. Ah oui, ça c'est très intéressant. Je vais essayer. Ce qu'il y a, c'est que là, voilà, nous avons le numéro 4, maintenant, de juin 1919. Le sommaire, Arthur Rimbaud est en ouverture, Les mains de Jeanne-Marie. Inédit. Inédit, bien sûr. Mac Jacob suit, avec La mort morale. Louis Aragon ensuite, Pour demain. Raymond Pradiguet, Incognito. André Breton, Le corset mystère. Puis Pindare, un fragment inédit. Enfin, Pierre Drieux-La Rochelle, Les Otaries. Et des chroniques par Louis Aragon et Giuseppe Ungaretti. La chronique de peinture, elle, est assurée par Pierre Reverdy. Les spectacles, la chronique par Philippe Soupeau. Voilà, c'est le numéro 4. Les manuscrits qui sont à l'intérieur. Alors, la revue évolue. Breton s'approche de plus en plus, avec le corset mystère, du surréalisme. On voit ici un dessin, La petite fille dans le jardin, à André Breton, Louis Aragon. Le poème de Louis Aragon, Pour demain, avec cette note, appartient à M. Paul Valéry. Mont-de-Piété, 1919. Les champs magnétiques, en collaboration avec Philippe Soupeau, 1921. Clair de terre, 1923. Manifeste du surréalisme, suivi de Poissons solubles, 1924. Les pas perdus, 1924. Légitime défense, 1926. Introduction au discours sur le peu de réalité, 1927. Le surréalisme et la peinture, 1928. Nadja, 1928. Manifeste du surréalisme, nouvelle édition augmentée d'une préface et de la lettre aux voyantes, 1929. Ralentir travaux, en collaboration avec René Char et Paul Éluard, 1930. Second manifeste du surréalisme, 1930. L'Immaculée Conception, en collaboration avec Paul Éluard, 1930. L'Union libre, 1931. Misère de la poésie, l'affaire Aragon devant l'opinion publique, 1932. Le revolver à cheveux blancs, 1932. Les vases communicants, 1932. Qu'est-ce que le surréalisme, 1934. André Thirion, avant de vous porter vers les surréalistes et André Breton, vous avez tout d'abord découvert l'auteur de Poissons solubles et des pas perdus. Et dans votre livre, Révolutionnaire sans révolution, vous manifestez avoir alors été pris à la gorge, dites-vous, par une force de pensée, une rigueur et une détermination dont vous ne connaissiez peu d'exemples. Et vous ajoutez, n'était-ce pas là le beau absolu ? Et qui est André Thirion en cette fin de 1925 qui vit à Nancy et décide en compagnie de Georges Sadoul de se porter vers le surréalisme et André Breton? Nous étions pleins de férus de modernisme. Nous aimions l'un et l'autre la littérature, la peinture. Moi, j'avais découvert le communisme, j'aimais les idées, les échanges d'idées. Je commençais à lire des textes philosophiques. En ce qui concerne Sadoul, c'est plutôt le fait que c'est ce qui est le plus moderne. Et également, il avait un certain goût pour la poésie, pour la peinture, beaucoup de goût. Donc quand Sadoul lisait plus que moi les choses modernes, parce qu'il était à la Nouvelle Revue Française, il est venu rapidement militaire à Paris, mais il était ensuite attaché, il était à la NRF où il faisait un travail de lecture d'ailleurs. Mais de fil en aiguille, il y avait les revues Dada qui m'avaient beaucoup impressionné. Et quand Sadoul a lu Poissons solubles, plus que les pas perdus, il était
c'était la parution du numéro 1 de la Révolution surréaliste, il était, comme moi, bouleversé et plein d'admiration. On ne peut pas chercher ailleurs. Ailleurs, c'était quoi? C'était les Roland de Peggy, c'était Paul Valéry, qui était même mieux que Peggy. Et Giraudoux, enfin, ça ne nous paraissait pas le modernisme et les nouveautés que nous cherchions. Donc, André Thirion, on pourrait dire que presque c'est l'écrivain André Breton qui vous appelle, qui... Ah, pas seulement, non, l'homme d'action également. J'avais été très séduit par les manifestations de Dada. Depuis la province, ça paraissait très amusant, très drôle. Et Breton, qui était non seulement un très grand écrivain et un très grand poète, mais un homme d'action, multipliait les petits scandales, les interventions musclées quelquefois. Et ça ne nous déplaisait pas du tout. D'autant plus que moi, qui étais, si vous voulez, communiste, je sentais André Breton très à gauche et très voisin de ce qui était pour moi le fin du fin, le Parti communiste, l'Internationale communiste, la révolution prolétarienne. Mais ce qu'il a emporté, c'était l'admiration que nous avions pour la littérature surréaliste, pour le surréalisme en tant que moyen d'expression. Et en cette année 1925, André Thirion, Breton prend, lui, la tête de la révolution surréaliste, jusque-là dirigée par Pierre Naville et Benjamin Péret, dont 3 numéros ont déjà paru. La révolution surréaliste que Breton dirigera jusqu'en 1929, et c'est dans le numéro 12 et dernier qu'André Breton publie, lui, le second manifeste du surréalisme, numéro tiré à 3000 exemplaires, nous dit la couverture de ce numéro, d'ailleurs, et 10 exemplaires de tête, qu'apparaît votre signature, André Thirion, pour la première fois, au bas d'un texte intitulé « Notes sur l'argent », le 15 décembre 1929. J'aimerais, si vous voulez bien, vous en citer quelques lignes, les dernières lignes. Vous me permettez que je vous relise? Je trouve ça très beau, je tiens à vous le dire. Ah bon? Notes sur l'argent, donc paru dans la Révolution surréaliste, numéro 12, en 1929. André Thirion, vous écrivez « Jeunes gens qui hésitaient au choix d'une profession, petits crabes aux genoux sales qui vous abrutissez sur l'Énéide ou les fables de La Fontaine, dans les classes des lycées et collèges, je livre cette phrase à vos méditations saugrenues. Engagez-vous dans la marine, dans la police, dans les armées de terre et de l'air. Devenez moutons dans le troupeau des rédacteurs à la liberté, au matin, au populaire, à détective, à l'ami du peuple. Ce ne sont pas les billets de 1000 qui manquent dans ces râteliers. On dit que l'or est particulièrement abondant dans les poubelles en 1929. Soyez généraux, archevêques, industriels, dont on parle tant. Exigez, disait-on, des sacrifices humains. Pour abattre l'argent, il faudra encore des cadavres. Devenez riches, célèbres, décorés, galonnés. Jeunes gens, plus tard, nous aurons besoin de belles victimes. Oui. C'est magnifique. En tout cas, ce n'est pas mon premier texte de collaboration avec les surréalistes. Le premier, c'est dans la revue surréaliste, numéro surréaliste de la revue Variété, qui a été publiée en 1900, au début 1929. Car dès 1924, j'avais écrit à Breton pour lui dire que je soutenais sa politique et comme j'étais secrétaire du rayon communiste de Nancy, je disais, je ferai voter des textes en votre faveur et j'insisterai auprès des militants et du bureau régional et du comité central pour qu'on reconnaisse votre importance et l'importance de votre adhésion éventuelle. Et puis, Sadoul je pressais Sadoul d'aller voir Breton et Aragon. Or, nous avions organisé un comité qui s'appelait Nancy-Paris, où nous faisions des concerts de musique moderne, des conférences et des expositions de peinture. Une grande exposition de peinture avait été décidée pour l'année 1925, je crois. Et à cette exposition de peinture, Aragon avait été à la galerie Pierre Loeb pour se faire prêter des tableaux, notamment des tableaux cubistes de Picasso et de Braque. Là, il rencontre Aragon, par hasard. Il lui explique ce qu'il veut faire.
Aragon sautait sur toutes les occasions, a dit oui, vous allez faire la première exposition ou la deuxième, ou la première exposition du groupe peinture surréaliste au monde. Et il a immédiatement fait en sorte que nous recevions des peintures de Masson, de Miro, de Max Ernst. Éluard, je crois, nous a prêté un Quirico. Et nous avons donc ouvert une exposition à Nancy en 1925, ce qui a fait scandale d'ailleurs, avec une importante participation surréaliste. Ça, c'est dû au travail de Sadoul à Paris et à la rencontre de Sadoul avec Aragon. À partir de cette rencontre, Sadoul s'est complètement rattaché au groupe surréaliste, est allé au café et était considéré comme surréaliste à part entière. Moi aussi, semble-t-il, d'après un texte de Breton dans ses entretiens, considéré dès 1929, enfin de 1925-26, que nous l'avions rejoint, nous allions le rejoindre. Mais en cette année 1925, André Thirion, ce fut aussi l'année où les surréalistes contresignent l'appel aux travailleurs intellectuels contre la guerre du Maroc. C'est ça, c'est un élément important. Voilà, j'allais dire pour vous, ça a été un élément très important, déterminant. Oui. Ouais. Mais cette année 1925, André Thirion, à moins que je ne me trompe, c'est l'année aussi où vous-même adhérez au Parti communiste. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Donc c'est à la fois l'année de votre adhésion au Parti communiste et l'année où, d'une certaine façon, vous êtes en concordance sur le plan politique avec les surréalistes. Pas seulement sur le plan politique, n'est-ce pas là. Mais c'est ça qui vous détermine ou Oui, c'est ça, ça a achevé la détermination. Mais quelles étaient alors les discussions que vous aviez avec André Breton? Parce que vous dites à cette époque, je vous cite, partisan de Staline, entre vous, partisan de Staline, et André Breton, j'allais dire futur, entre guillemets, partisan de Trotsky. André Breton qui avait été au Parti communiste quelques mois, je crois, oui, et qui était parti quelques semaines. Au fond, André Thirion, la question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Pouvait-on entrer dans le surréalisme autrement que par la création? Pouvait-on entrer dans le surréalisme à commencer du marxisme, alors que ce qui avait mené des hommes comme Breton ou Aragon vers le marxisme et la révolution était justement le surréalisme? Je veux dire, pouvait-on réellement faire le trajet inverse? Il n'y avait aucun problème, car à l'époque, quelle que soit l'intolérance de certains milieux russes et français, il y avait une certaine, on pouvait admirer la peinture et la littérature surréaliste sans se mettre hors du parti. Tout le monde savait, enfin, au sein de la région parisienne du Parti communiste, que je voyais les surréalistes et que je trouvais ça très bien, ce qui ne m'empêchait pas de gravir des échelons, de prendre des responsabilités et de recevoir des responsabilités. Position politique du surréalisme, discours au Congrès des écrivains. De notre place, nous soutenons que l'activité d'interprétation du monde doit continuer à être liée à l'activité de transformation du monde. Qu'il appartient au poète, à l'artiste, d'approfondir le problème humain sous toutes ses formes, et que c'est précisément la démarche illimitée de son esprit en ce sens qui a une valeur potentielle de changement du monde. Qu'une telle démarche, en tant que produit évolué de la superstructure, ne peut que venir renforcer la nécessité du changement économique de ce monde. Nous nous élevons en art contre toute conception régressive qui tente à opposer le contenu à la forme pour sacrifier celle-ci à celui-là. Transformer le monde, a dit Marx. Changer la vie, a dit Rimbaud. Ces deux mots d'ordre, pour nous, n'en font qu'un. Paris, juin 1935. Je pense que il n'a jamais été élu. André Parinaud. Mais son autorité était certaine. Elle a été acceptée par, pas seulement la majorité, mais par tous. Et je dirais même que ceux qu'il a exclus du surréalisme ont reconnu leur exclusion. Et c'est peut-être la chose la plus singulière. C'est que même lorsqu'ils sont devenus des adversaires d'André Breton, ils n'ont jamais nié la puissance de cette autorité. Parce qu'il était un diapason.
Vous songez à qui? Oh, je songe à... je citais Aragon, qui a été très féroce contre Breton, mais il était féroce parce qu'il reconnaissait son autorité. C'est dans cette mesure... Il se savait condamné par Breton. Et c'est vrai que tout ce que Breton a dit, non pas seulement sur Aragon, mais sur le marxisme, s'est révélé vrai. Je veux dire, quand on regarde les opinions de Breton sur l'évolution du marxisme, sur les engagements qu'on est obligé d'adopter quand on est marxiste soviétique et qui arrive à nier la personne humaine, il l'a dit, il a été un des premiers. Il y a une époque où il fallait plus qu'un certain courage, mais un courage certain, à le dire, à le proclamer, à rompre. Et ça l'en a beaucoup coûté avec tout ce que représentait la gauche, c'est-à-dire quand même le monde des travailleurs, le monde des exclus, le monde des humiliés, qui lui était très précieux, très cher. Breton n'était pas un homme de droite, et il a rompu avec ce qui était la gauche pour des motifs de gauche, pour des motifs d'engagement humaniste profond, qui valaient philosophiquement pour lui plus que les motifs dits politiques à court et moyen terme. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a rompu au nom à la fois de l'art et de la révolution? Oui, tout à fait. Mais ne retirez pas le mot révolution, en effet. Je pense que Breton, j'en avais parlé avec lui lorsqu'il avait vu Trotsky, etc., et qu'il y avait tout un ensemble de discussions entre eux, il se jugeait très près de la révolution. Il aurait aimé y participer à la révolution. Il aurait aimé qu'elle advint quand il pouvait encore y participer. Il ne considérait pas que le monde soviétique était la révolution, à son regret d'ailleurs. Et il était tout à fait persuadé, car j'ai eu 2 discussions avec lui là-dessus, que bien entendu, il fallait une grande rigueur dans le combat, une grande stratégie, et que l'attitude qu'avait pris l'Union soviétique pour maintenir une coercition, pour maintenir un totalitarisme, était nécessaire, parce qu'il y avait autour de l'URSS une situation d'agression, de pression tellement terrible, mais qu'on ne pouvait pas trouver une véritable justification aux exactions et à l'aliénation de l'homme à partir de ça. Donc la révolution, il en était très près. À mon avis, ce qui a manqué à André Breton, c'est la possibilité de participer à la révolution et d'être parti de cette terre sans la certitude, malgré sa confiance et son espoir, que cette révolution aurait lieu. Le réalisme socialiste commençait à faire ses ravages, et à Moscou, on n'aimait pas du tout, on pensait que la poésie surréaliste tournait le dos à la classe ouvrière parce qu'elle était incompréhensible, parce qu'elle n'était pas... Il ne décrivait pas les malheurs de la classe ouvrière ou les horreurs de l'impérialisme. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Gide avait fait un voyage au Congo et qui avait eu un assez grand retentissement parce que c'était des prises de position modérées mais anti-impérialistes qui n'étaient pas du tout favorables au colonialisme français. Et ça, les communistes trouvaient ça beaucoup plus intéressant que l'adhésion des surréalistes, étant donné la notoriété de Gide. André de Thirion, avant de quitter le plénum du Bureau international de littérature révolutionnaire, au congrès de Kharkov, Aragon et Georges Sadoul signeront un texte. Bon, je voudrais simplement, avant d'évoquer le texte qu'ils vont signer, vous demander, est-ce que... Parce qu'il semble qu'aujourd'hui, on ait à peu près la preuve que ce texte n'ait pas été signé après coup, mais avant la participation même au Congrès. C'est vraisemblable, en effet. Et je voudrais simplement vous rappeler la teneur de ce texte, signé donc par Aragon et Sadoul. Et c'est donc en octobre 1930 que se situe à Kharkov ce qu'on a appelé après coup la trahison d'Aragon. Il reconnaissait les fautes suivantes, je vous cite, ne pas avoir provoqué le contrôle de leur activité littéraire par le Parti communiste français, bien sûr.
Ne pas avoir milité d'une façon constante dans les organisations de base du parti. Avoir attaqué Barbus et Robert Caby. Qui était Robert Caby? Un garçon très gentil qui était critique musical à l'Humanité, qui était un ami de Millot. Darius Milhaud? Oui. Donc, avoir attaqué Barbus et Robert Caby hors des organes du parti. Entre parenthèses, pour Aragon. Avoir adopté le ton de la plaisanterie dans la lettre d'insulte adressée au major de promotion de l'école de Saint-Cyr. Entre parenthèses, pour Sadoul. Avoir laissé imprimer des critiques de la presse du parti dans les revues surréalistes. Et, je vous cite, vous ajoutez... De plus, Aragon et Sadoul déclaraient repousser toute idéologie idéaliste, entre parenthèses le freudisme notamment. Ils s'engageaient à combattre en toute occasion le trotskisme contre-révolutionnaire, se désolidarisaient du second manifeste d'André Breton et soumettaient dorénavant leur activité littéraire au contrôle du parti. On sait qu'Aragon et Sadoul signèrent cette confession assez infamante, laquelle enlevait toute portée à ce qu'ils avaient obtenu du Congrès. Alors, demandai-je brusquement. Et comme Sadoul se taisait, « Je suppose que vous avez refusé ?» Non, dit-il, Aragon a estimé qu'il fallait en passer par là si nous voulions, toi comme nous, pouvoir travailler dans les organisations culturelles du parti. C'est la première fois que j'ai vu s'ouvrir sous mes yeux ce gouffre qui depuis lors a pris des proportions vertigineuses au fur et à mesure qu'a réussi à se propager l'idée impudente que la vérité doit s'effacer devant l'efficacité, ou que la conscience, pas plus que la personnalité individuelle, n'ont droit à aucun égard, ou que la fin justifie les moyens. Quand ils sont rentrés, ils ont eu un peu peur. D'ailleurs, Aragon a fait un séjour de plusieurs semaines, en tout cas de plusieurs jours, en Belgique avant de revenir à Paris, et a envoyé Sadoul en éclaireur pour savoir ce que nous en pensions ou ce que nous allions penser de tout ça. Alors comment vous-même, André Thérion et André Breton, accueillez Sadoul envoyé en ambassade par Aragon et ensuite Aragon à leur retour? Très mal, en disant vous avez fait une sottise, vous avez signé des choses qu'il ne fallait pas signer, vous avez tout compromis, y compris votre propre situation future dans le Parti communiste. Je savais qu'il fallait, moi j'avais une vieille habitude du parti, j'étais déjà assez vieux membre si vous voulez, je savais qu'il ne fallait jamais reconnaître ses fautes, jamais entrer dans la suite, la spirale de l'autocritique, c'est ça? De l'autocritique, n'est-ce pas? Jamais, jamais. L'homme réconcilié avec l'homme. Il y aura en 1932, Henri Béard, ce qu'on appellera l'affaire Aragon. On sait qu'Aragon est revenu en 1930 du congrès de Kharkov et en 1932, il y aura la publication du poème Front Rouge et la publication de Misère de la poésie par André Breton, suivi de l'affaire Aragon, c'est ça? Oui. Que se passe-t-il là, autour de Front Rouge, autour d'Aragon, autour de Breton? Comment se noue, si je puis dire, la rupture? C'est tant est qu'une rupture se nouée. Oui, c'est un oxymore. S'ouvre la rupture. Ça a été très lent. Hein. Chacun a eu du temps pour réfléchir, et en particulier Aragon et Sadoul. Et ce qui est remarquable, c'est que, par exemple, Breton, tout en sachant ce qui s'est passé à Kharkov, et où en ayant fini par le comprendre par le témoignage de Sadoul, passe des vacances avec Georges Sadoul en 1931. Et la rupture, je pense, elle est le fait d'Aragon qui, à ce moment-là, pour des raisons qui tiennent à ses propres choix, enfin, va, tout en étant soutenu par les surréalistes, va provoquer cette rupture sur une phrase. Bon, alors il faut aller chercher les raisons plus profondes, fondamentales. C'est tout le grand mouvement qui se passe à l'Est, en plus le marché de dupes qui a eu lieu à ce moment-là, parce que le congrès de Kharkov sera entièrement liquidé par Staline. La tendance à la fois... Mais Henri Béard, pardonnez-moi de vous interrompre. Le fameux texte signé par Sadoul et Aragon à Kharkov en 1930, il est signé avant le congrès ou après le congrès? Non, il est signé, je dirais, pendant le congrès. Ça fait partie du congrès. C'est dans les enjeux du congrès. Il y avait la condamnation du surréalisme
pour ses tendances bourgeoises, disons. Et Sadoul et Aragon reviennent un peu la mine déconfite parce qu'ils ont signé ce papier, mais en expliquant que c'était un moyen pour eux de quand même faire avancer les thèses du surréalisme contre d'autres écrivains tels que Barbus, qui a la confiance du Parti communiste. Alors là, il y a un jeu de dupes permanent. Au bilan, finalement, j'ai l'impression que beaucoup se sont trompés. Mais le résultat, c'est que là, il y a une rupture radicale entre Breton et Aragon, qui tient justement à l'option fondamentale du surréalisme, qui veut garder son indépendance malgré tout, tout en étant au service de la révolution, de la classe ouvrière, orienter en quelque sorte l'activité culturelle du Parti communiste, et que de l'autre côté, on ne l'entend pas du tout de cette oreille. Dans les faits, comment la rupture a eu lieu? Elle a lieu à cause d'une note Oui, Aragon a demandé que Breton retire une note un peu désagréable sur l'humanité. Breton dans son texte Misère de la Poésie. Dans son texte Misère de la Poésie. Et d'ailleurs, la défense de Breton, je dirais, était vraiment une défense très amicale à l'égard d'Aragon. Tout cela est, je dirais, à la limite anecdotique. L'élément fondamental, c'est cette crise, mais qui n'a pas conduit, malgré tout, à renoncer aux idéaux du moment du surréalisme. Le surréalisme voulait vraiment jouer un rôle dans les forces de gauche. Et c'est quand même ici quelque chose de remarquable. On ne voit jamais ça, on n'a jamais vu cela auparavant dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'activité créatrice en France. Un mouvement qui, en tant que tel, intègre le politique. Ça, c'est le point important, et c'est pour ça qu'on y attache d'importance à ces petits détails anecdotiques. Oui, c'est ce que dira André Thirion, d'ailleurs, que c'est la première fois que des écrivains, des intellectuels Absolument. se mettront, oui. entre guillemets, au service de la Révolution et des forces de gauche. Et depuis le début, je dirais, c'est la volonté d'André Breton, depuis 1920, puisqu'il s'est rapproché, sans y adhérer immédiatement, mais il a voulu rapprocher l'activité créatrice de l'activité politique. Un second cadavre. Le bouquet sans fleurs, Michel Léris. Le cadavre d'André Breton me dégoûte parce que c'est le cadavre de quelqu'un qui a toujours vécu lui-même sur des cadavres. La mort accidentelle de Vacher, travestie en homicide volontaire pour donner à cet épisode très simple et d'autant plus frappant une allure romantique dont la littérature peut tirer parti, le récent suicide de Rigaud, uniquement employé à des fins de plate polémique contre Drieux-La Rochelle, et comme si par ailleurs tout le monde ne savait pas ce que Rigaud pensait de Breton. L'internement de Nadja, dans une maison d'aliénés, tandis que celui qui normalement aurait dû la défendre sirote tranquillement un apéritif dans un quelconque café. Autant de drames dont l'esthète du 42 rue Fontaine aura su profiter pour s'infuser une vitalité qu'il n'avait sans doute que très momentanément possédée. Ni le culte religieux voué à Lautréamont, ni l'érudition de cour du soir, ni les déclarations toutes verbales à la louange de la Révolution, ce dont la Révolution se fout bien, ni les finasseries paysannes au moyen desquelles notre Machiavel Montmartrois espérait confondre quelques-uns, n'empêcheront le temps suivant son cours ce provocateur pourrissant de se décomposer dialectiquement, ceci pour employer son vieux vocabulaire, lui qui toujours contint plus particulièrement encore que toute autre chose les germes de sa propre déchéance. Dissolution prosaïque et lugubre qui n'a rien de commun avec ce qu'il aurait aimé être, une mythologique destruction. Vous savez que dans le second manifeste, Breton nous avait les uns et les autres un peu traînés dans la boue. André Masson. D'ailleurs, une mauvaise foi assez certaine de son côté. Il reconnaît vaguement qu'il a exagéré dans ses derniers écrits, en republiant le second manifeste. Alors, on n'était pas content. Et, comme ça, autour d'une réunion de café, on a décidé de lui répliquer par un cadavre. Il y avait, je crois, Léris, Raymond Dessaigne, Vitrac, Prévert, qui encore, Max Morise, Robert Desnos, Georges Limbourg, Jacques-André Boiffard, et je ne sais plus qui maintenant. Vous-même, Raymond Queneau. C'est vrai. Raymond Queneau.
Raymond Queneau, en effet, et Georges Bataille. Dominique Rabordin, il manquait un nom, là, non? Il manquait Jacques Baron, oui. Et il manquait Aléro Carpentier, qui arrive comme un cheveu sur la soupe dans cette histoire. Ce second cadavre, enfin second, ça s'appelle un cadavre, qui date donc de 1930 et qui est en écho d'un autre cadavre paru en 1924. Le premier cadavre est une machine de guerre destinée à faire scandale. Bon, la cible, c'est Anatole France, dont la mort a été saluée unanimement, je crois, par pratiquement tous les partis politiques, toutes les autorités, avec funérailles nationales. Moi, j'ai vu des documents sur les funérailles d'Anatole France. C'est vraiment les funérailles, c'est une cérémonie digne d'un chef d'État. Donc, il y avait de quoi exaspérer les surréalistes et bretons. Et Anatole France était une cible parfaite, oui. 1930, c'est l'apparition du deuxième manifeste du surréalisme. Et en réponse à ce manifeste d'André Breton, à cet écrit d'André Breton, il y a donc la publication de Un cadavre. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a là une rare violence. Il y a comme on n'est plus dans l'ordre de l'acrimonie, on est dans l'ordre de l'insulte. La question est générale. Ce sont les conséquences d'un certain état de fureur qui était de mise à l'intérieur du groupe surréaliste dans les années 26-27. Je me souviens d'un texte de Léris, Masson et je ne sais plus qui, justement sur cet état de fureur, et d'Artaud, sur cet état de fureur. Cet état de fureur, on la retrouve au moment de la publication donc du deuxième manifeste d'une part et du cadavre anti-breton. En plus, ce qui me surprend en réécoutant le texte de Léris, par exemple, c'est que tous les ragots qui ont traîné sur Breton et sur le surréalisme pendant des années et des années, je veux dire, on les retrouve déjà en 1930 sous la plume de Léris, la plume de quelques autres. Je veux dire, toutes les attaques qui ont traîné dans les années 44, 45, 50, Breton a laissé mourir Nadjane, Breton a exploité le suicide d'un tel ou d'un tel, Breton, quand il y avait un article de presse qui lui plaisait pas, il se couchait pendant 4 jours pour se remettre. Tous ces trucs-là ont été repris, alors que l'exaspération des auteurs était quand même retombée depuis un certain nombre de temps. Tout ça est retombé, il suffit d'avoir parlé un peu avec Michel Léris ou avec Jacques Baron, par exemple, pour se rendre compte que tout ça, pour eux, ça faisait partie d'un passé tumultueux, mais que les coups avaient été très, 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 très durs. Ils avaient vraiment été exaspérés par l'attitude de Breton, par les attaques de Breton dans le second manifeste, et ils ont rendu coup pour coup, je veux dire, d'une manière furieuse. Mais les attaques de Breton étaient, on peut dire, quand même mineures ou minorisées par rapport à la violence de ce cadavre, non? Pas tellement. Je veux dire, ce qu'il écrit sur Desnos, c'est d'une très grande violence. Ce qu'il écrit sur Baron, et je veux dire, mais c'est vraiment un règlement de compte. Je veux dire, quand Breton parle de quelqu'un, je ne sais plus si c'est pas Vitra qui dit, c'est un véritable souillon des idées. Je veux dire que l'agression, elle est vraiment aussi de son fait. Jacqueline Chénieux. Moi, je pensais à Léris disant, durant ces dernières années, on cherchait à repassionner le monde. Alors, vous voyez, je pensais à autre chose, et en même temps, je pensais à la même chose. C'est-à-dire que cette passion, elle avait son envers, et cet envers était l'insulte, et cet envers c'était tous les moyens de l'insulte, en effet. Et voilà, vivre en état de passion. Yves Dimano. Je crois que Breton s'est un peu expliqué, peut-être pas vraiment justifié, mais enfin un peu expliqué quand le manifeste a été réédité après la guerre, en disant que le ton employé à ce moment-là était en fait démarqué ou inspiré plus ou moins du discours politique extrémiste, enfin qu'ils essayaient plus ou moins, lui le premier, d'adopter cette rhétorique qui était celle de la politique et très violente à ce moment-là. Enfin, il ne faut pas oublier qu'à la même époque, les pamphlets politiques sont d'une violence inouïe. Alors finalement, on en retrouve la trace. Chez Breton, chez ses anciens compagnons, adversaires provisoires, etc., parce qu'ils sont aussi dans leur temps à ce moment-là. Et ils sont eux-mêmes à la pointe d'une idéologie littéraire qui se veut extrémiste, et finalement ils finissent par adopter la rhétorique
qui leur sert de modèle. Quoi. Avec une part de jeu, Max Schandorf. Une part de jeu et de détournement, de deuxième degré, de reprise de textes qui existent déjà. Sûrement, on pourrait trouver là aussi des sources dans les différents textes de cette polémique, du cadavre ou de ce qu'a dit Breton, qui sont volés à d'autres textes et détournés, comme ça a été fait sur les proverbes ou sur les aphorismes, sans doute. Sans compter qu'on retrouve aussi dans les textes, non pas théoriques, mais les textes littéraires eux-mêmes, on retrouve aussi cette violence-là. Peut-être moins chez Breton, mais on prend la prose d'Aragon dans les années 20. Enfin, certains textes d'Aragon à cette époque sont profondément, ont une espèce de virulence et d'inconséquence. Enfin, je veux dire, au niveau de l'excès, comme ça, qui est tout à fait de cette nature. Enfin, et dans le fond, la présence si importante dans le cadavre de Bataille montre bien qu'il y a un vrai débat sur une direction que prend le surréalisme, parce que Bataille, visiblement, est en train d'essayer de créer un courant à lui, à côté du domaine propre de Breton. Et lui, il avait évidemment beau jeu d'essayer de transformer Breton en quelqu'un de sérieux, au sens le plus lugubre du terme, pour disqualifier la chose. Ce qui est étrange, c'est que Bataille a déclaré dans les années 46-47 que c'était vraiment un des textes, un peu plus tard je crois, que c'était un des textes dont il avait honte, son texte Entre Bretons, qui détestait ce texte, qu'il en avait d'ailleurs détruit une bonne partie des exemplaires. Donc une démesure verbale qui aujourd'hui est un peu étrange. Mais cette démesure verbale de Dominique Rabordin, il semble qu'elle sera poursuivie jusque dans les années d'après-guerre. Quand il y a des règlements de compte, toujours contre Breton, je veux dire, le ton de ce qu'écrivent ceux qui sont près du Parti communiste en 46 et jusqu'en 50 ou 52, c'est d'une violence terrible. Et je me répète, mais ils reprennent contre Breton les mêmes arguments que ce qu'écrivaient Léris, Desnos et les autres, et Queneau, le texte de Queneau, je veux dire, est d'une violence absolument délirante. Il est carrément insultant et méprisant, Dédé. Là, c'est vraiment une horreur. Oui, mais en 45 ou 47, enfin, quand Sartre prend la parole, il y a quand même un déplacement de cette violence. C'est évidemment très insultant, ces petits bourgeois, mais ce sont des petits bourgeois idéalistes. Donc là, on déplace sur le plan de la pensée, du côté de l'idéologie et de la critique idéologique. Non, mais Breton, ce qui est intéressant, c'est que Breton ait suscité des haines à ce point violentes. Et la réussite étonnante du cadavre, c'est qu'il a contribué presque définitivement à constituer une certaine image de Breton qui était sans doute pas celle qui aurait été si ça n'avait pas existé, parce que ça a été très entendu finalement, ce cadavre qui a été si peu diffusé, puisqu'effectivement, comme Dominique Rabordin le rappelle, il a été en grande partie détruit, l'édition du cadavre a été en grande partie détruite, donc il a été peu diffusé, mais toute cette image qu'ensuite tous les ennemis, tous les détracteurs de Breton ont sempiternellement reprise, sort de là. Je vais vous proposer d'écouter une autre voix. Il se trouve que j'ai fait acte d'adhésion au groupe surréaliste. À quel moment ? Eh bien, exactement au moment où ce groupe a commencé à connaître des schismes très importants, exactement au moment du second cadavre, qui était le cadavre contre Breton, et où toute la presse bourgeoise, naturellement, disait « ça n'est fini, nous sommes bien contents, voilà les gens de talent qui s'en vont », parce qu'ils s'en allaient à ce moment-là. Évidemment, des gens qui avaient du talent, comme, mettons, Michel Léris, comme Raymond Queneau, comme Desnos, comme Vitrac, comme Artaud, comme Limbourg, j'en oublie certainement, n'est-ce pas? Et il ne resterait guère plus que les trois têtes principales, malgré tout, enfin, qui étaient Breton, Aragon et Éluard. C'est à ce moment-là où on leur donnait le coup de pied de l'âne et on disait que c'était fini, que j'ai écrit à eux trois en leur disant, il y a longtemps que je m'intéresse à ce que vous faites,
et que je suis proche de vous. Je n'ai pas cru utile de vous le dire jusqu'à présent. Je vous le dis au moment où tout le monde dit que c'est fini de vous, etc. Et j'ai fait adhésion physique, enfin au groupe, c'est-à-dire que je suis allé au 42 rue Fontaine chez Breton et je suis allé au Cyrano, qui était le café où ils se réunissaient à ce moment-là, et j'ai fait ça pendant un peu moins d'1 an. D'ailleurs, je ne me suis jamais fâché avec l'un ni avec l'autre. J'ai seulement quitté cela pour une raison parfaitement surréaliste. Et qu'à ce moment-là, je poursuivais une jeune fille, d'ailleurs celle qui est devenue ma femme. Je la poursuivais pas tellement elle que je cherchais à l'arracher à ses parents, ce qui est une figure aussi du point de vue littéraire, puisque la beauté adolescente, n'est-ce pas, doit être arrachée à sa famille ancienne. C'est l'histoire de Roméo qui va chercher Juliette dans le palais des Capulets, oui, sans doute, n'est-ce pas, sombre comme nous sommes, dit-il à ses compagnons, et pour aller ravir Juliette à la vieille rhétorique, à ses vieux parents, eh bien, sombre comme nous sommes, disent-ils en entrant dans la fête nocturne, c'est nous qui, avec des torches, porterons la lumière. Alors voilà, j'étais donc dans cette situation vis-à-vis du groupe surréaliste. J'ai adhéré, j'ai signé le manifeste qui annonçait le surréalisme au service de la Révolution. C'était donc exactement au moment de la mutation, si vous voulez, au commencement de ce qu'on appelle dans les manuels de littérature actuellement, ou d'histoire littéraire, la seconde époque du surréalisme, c'est le moment de sa politisation. Parce qu'à ce moment-là, nous arrivions en 1929, 30, 31, la crise financière, d'une part, et d'autre part, la montée de l'hitlérisme. Donc, la menace qui se profilait de façon très lugubre. Sur l'esprit, disons, sur l'esprit aussi bien que sur les populations et sur les territoires, hein. C'est Thirion ? Non, c'est Ponge, non ? Francis Ponge. Ah, voilà. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça ? Mais il y a quand même là le fait de... Enfin, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'assez beau et courageux, non, dans cette attitude en 1930. De Ponge ? Oui. Mais c'est une attitude qui est... Je veux dire qu'il y a un certain nombre de départs, il y a un certain nombre d'arrivées à ce moment-là. Donc, pour soutenir Breton, évidemment, les camps se sont reformés, il y a eu de nouvelles adhésions, ce qu'a dit Breton tout de suite. D'ailleurs, le départ de un tel a été compensé largement par l'arrivée de Char, Bunuel, Daly. Bon, plus tard, Gracq aura à peu près la même position. Et ces gens-là qui ont entouré sympathiquement le surréalisme, il faut aujourd'hui les entendre, je trouve, parce que nous n'avons plus trop à entrer dans ces histoires de querelles et d'exclusion ou de rejet ou de repli comme ça. Et nous avons aujourd'hui à entendre quelque chose qui est notre siècle, qui est le siècle de ceux qui ont écrit et qui se sont parlé les uns les autres. Et d'une certaine façon, je dirais que même s'il n'y a pas eu de tracts signés en commun par Ponge et Breton, ils se sont parlé. Voilà. Le revolver à cheveux blancs, 1932. Les vases communicants, 1932. Qu'est-ce que le surréalisme ? 1934. L'ère de l'eau, 1934. Point du jour, 1934. Position politique du surréalisme, 1935. Au lavoir noir, 1936. Notes sur la poésie, en collaboration avec Paul Éluard, 1936. Le château étoilé, 1937. L'amour fou, 1937. De l'humour noir, 1937. Dictionnaire abrégé du surréalisme en collaboration avec Paul Éluard, 1938. Trajectoire du rêve, 1938. Anthologie de l'humour noir, 1940. Fata Morgana, 1941. Je vais en surprendre peut-être plus d'un, mais je crois que tout en maintenant l'idée de maîtrise, l'œuvre de Breton est un cri. Je veux dire que derrière cette apparence de raisonnement solide, d'analyse quelquefois freudien, de psychanalyse de son cas et de celui des autres, il y a en effet, il le dit bien, une grande douleur.
Et cette douleur, il semble qu'elle est d'ailleurs, à l'époque où vous allez faire ces entretiens en 1952, André Perrineau, il semble qu'elle est davantage présente qu'au début. J'ai 2 petites citations de mémoire comme ça. C'est une qui doit être extraite de Nadja, si je ne me trompe, qui est établir un pont sur l'abîme. C'est pas le mot établir, c'est dresser un pont sur l'abîme. Et dans Farouche à 4 feuilles, c'est-à-dire après-guerre, il parlera d'une passerelle. Ce ne sera plus un pont, le pont sera devenu... Voilà. La fragilité. Et cette fragilité, justement, à ses espoirs, elle était aussi à l'homme, André Breton, que vous avez connu. Pas en apparence, parce que l'apparence Breton, c'était l'assurance. Apparemment, c'était un homme très sûr, très, très solide. On aurait pu croire qu'on était devant un homme d'affaires, un politique, un philosophe affirmé. Hein. Il fallait établir une complicité intellectuelle pour qu'il se livre à autre chose que l'apparence du raisonnement. Mais je crois que vous avez raison. André Breton, c'est une formidable plaque sensible qui a photographié dans sa mémoire et dans son œuvre les événements les plus importants de cette époque, tels que, à mon avis, je pense bien sûr aussi aux entretiens, la référence des entretiens, dans un siècle, on pourra le citer pour apprécier, pour peser les choses. On lui a reproché de ne pas être un prophète, c'est-à-dire de ne pas avoir projeté dans le futur des grandes idées, des grands projets, un programme. Puisqu'il était le chef, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il n'a pas bâti de plan ? C'est anti-surréaliste de bâtir des plans. Je pense qu'il était au contraire extraordinairement fidèle au surréalisme et à l'autorité qu'il s'était arrogée assez justement, je crois, car il était le meilleur dans ce domaine, en ne bâtissant pas de projet. En maintenant le fil. En maintenant le fil. En étant vraiment présent. Parce qu'il a été toujours au premier plan de l'assaut. Dans les manifs, dans les expos, dans les colloques, dans les rencontres, dans les agressions, dans les messages. Il était dans le temps présent.